Bonsoir à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. La guerre commerciale entre Pékin et Washington est un affrontement titanesque, mais qui peut aussi avoir lieu autour de choses microscopiques comme les semi-conducteurs, ces puces informatiques indispensables désormais pour tous nos appareils électroniques et nos hautes technologies. La Chine et les États-Unis s'affrontent sur de nombreux fronts, en mer de Chine méridionale, via les Philippines, sur le web aussi, alors que Washington et Londres accusent Pékin de cyberattaques et que Pékin dénonce le vol par le Congrès américain de TikTok. Alors pour faire le point sur cet affrontement économique, nous accueillons dans Choc du Monde Laurent Michelon en direct de Pékin. Laurent Michelon, bonsoir. Bonsoir Edouard, merci de me recevoir à nouveau. Mais oui, merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Vous êtes entrepreneur français en Chine. Vous avez publié l'essai Comprendre la relation Chine-Occident aux éditions Perspectives Libres et vous animez une chaîne Telegram dédiée à la Chine que je recommande à tous, Laurent Michelon officiel, et bien sûr aussi une chaîne YouTube, Valise Diplo, analyse prospective sur la Chine. Alors, Laurent Michelon, je vais commencer par l'actualité, si vous le voulez bien. Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américain, était chez vous il y a 48 heures en Chine et Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, l'était pratiquement en même temps les 8 et 9 avril. Les choses se sont passées pour le moins différemment entre ces deux visites. Nous allons revenir sur ces deux événements diplomatiques pour les comparer avec vous. Mais d'abord, voici Laurent Michelon, un petit résumé de la visite américaine. Washington n'acceptera pas le déferlement de produits chinois vendus à perte sur le marché mondial, a affirmé le 8 avril à Pékin la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. L'afflux d'acier chinois il y a 10 ans avait, selon elle, décimé des industries à travers le monde et aux États-Unis. Les accusations d'une surcapacité par les États-Unis et l'Europe sont sans fondement, a quant à lui estimé le ministre Wang Wentao en déplacement à Paris. C'est la croissance rapide des exportations par la Chine de véhicules électriques ou de technologies qui inquiète l'Occident. Dopé selon Washington par des subventions massives synonymes de concurrence déloyale. Mais Pékin continuera de défendre les intérêts de ses entreprises nationales, a déclaré le gouvernement chinois. Le secteur chinois des nouvelles énergies contribuera de manière importante à la transition mondiale vers l'écologie et de faibles émissions de carbone, a estimé le Premier ministre Li Qiang. Laurent Michelon, pour voir les choses simplement, faut-il craindre un raz-de-marée de produits technologiques chinois en Occident, aux États-Unis, comme ils le craignent? Un raz-de-marée, je pense pas si raz-de-marée il y a, je pense pas qu'il serait très différent de ce qui a été depuis les 20 dernières années, parce qu'on voit Janet Yellen effectivement qui vient à Pékin et qui ne fait que parler de surcapacité de production industrielle chinoise qui mettrait à mal la capacité de production industrielle des pays occidentaux globalement, parce que c'est ce qu'elle représente. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que si surcapacité industrielle chinoise il y avait, c'est en grande partie le fait des sociétés occidentales qui ont toutes délocalisé en Chine et qui en fait, on a vu la capacité industrielle occidentale qui s'est évidée pendant les 30 dernières années pour se déplacer en Chine, pour faire des profits, avoir des marges bien supérieures à ce qu'ils pouvaient faire en Occident. Et maintenant, on vient accuser la Chine d'inonder le monde de produits qui sont même pas bon marché, parce que maintenant, il y a beaucoup de produits qui sont à haute valeur ajoutée et qui sont... déjà, la Chine, en 30-40 ans, a développé une capacité industrielle où elle peut tout faire, des produits pas chers ou produits très chers. Tout dépend de ce que les sociétés aussi occidentales veulent y investir. Donc, c'est un petit peu malhonnête d'accuser la Chine de ce genre de malversation, puisque c'est quelque chose qui a été planifié par les pays occidentaux depuis 40 ans. Et en même temps, on se demande un petit peu ce que la directrice du Trésor américain vient faire dans cette question-là, puisque c'est essentiellement une question commerciale. Donc, on s'attendrait plus à ce genre de réflexion de la ministre du Commerce, Raimondo, qui est déjà elle aussi venue plusieurs fois à Pékin, qui a fait le même genre de remarques. Donc on voit qu'il y a une espèce de narrative, de récit du gouvernement américain qui consiste à systématiquement attaquer la Chine, à la mettre un petit peu sur une position défensive dans les médias occidentaux, sachant que pour Pékin, ça n'a aucune sorte d'influence, puisque le lendemain, le ministère des Affaires étrangères chinois
a dit que les États-Unis pouvaient s'occuper de leurs affaires économiques et puis la Chine s'occupait des siennes et ça irait très bien comme ça. Donc on voit que pour la Chine, ça n'a aucune espèce d'importance, mais il y a quand même cette volonté des États-Unis de systématiquement arriver en Chine, en s'invitant chez quelqu'un pour le critiquer, en plus l'accuser de choses dont il n'est pas vraiment responsable. En plus, ce qu'il faut voir, et ça on quitte un petit peu la sphère économique, il faut voir qu'au même moment, la même semaine où on vient demander à la Chine de réduire sa capacité de production, les États-Unis font des manœuvres militaires avec le Japon, avec l'Australie, en mer de Chine du Sud, donc vraiment dans l'arrière-cour chinoise, et en même temps annonce que l'AUKUS, cette espèce d'OTAN asiatique qui est en train d'être mis en place par les États-Unis, pourrait être élargie à d'autres États asiatiques. Donc on voit vraiment que on joue sur le plan économique, on fait semblant de vouloir garder la Chine dans le concert des nations économiques, mais en même temps, il y a la menace militaire qui est juste derrière et qui grandit. Voilà. Vous faites bien de rappeler, Laurent Michelon, que le conflit latent, larvé entre la Chine et le Washington et l'Occident en général est multidimensionnel, hybride. Nous allons revenir là-dessus. Il n'est pas seulement commercial, même si, évidemment, nous vous interrogeons là-dessus aujourd'hui. Autre point, nous avons évoqué déjà la visite de Sergueï Lavrov. Je ne sais pas d'ailleurs si la visite de Sergueï Lavrov, quasiment en même temps que celle de Janet Yellen, était un hasard du calendrier ou délibéré pour souligner la proximité entre Pékin et Moscou. Peut-être avez-vous un avis là-dessus, Laurent Michelon. En tout cas, Lavrov et Wang Yi se traitent en amis avec beaucoup d'égards. Les deux sont d'accord pour, je cite, lutter contre l'hégémonie occidentale. Alors, chose intéressante quand même, quand on écoute leurs conférences de presse, Wang Yi ne cite pas explicitement Washington, tandis que Lavrov le fait avec beaucoup moins de scrupules. À quoi joue-t-il, à votre avis, Laurent Michelon? Joue-t-il au bon et au mauvais flic, comme on pourrait dire? Je pense pas. Je pense que c'est deux styles de diplomatie très différentes. La Russie, on le sait, a été déçue de la façon dont elle a été traitée par l'Occident, puisqu'on se rappelle qu'en 2000, Vladimir Poutine avait déclaré qu'il souhaitait que la Russie rejoigne l'Union européenne à un moment ou à un autre. Il n'envisageait pas ce basculement vers l'Asie qui a été développé depuis 2-3 ans. Parce que la Russie s'est retrouvée attaquée en Ukraine, et donc il y a ce basculement vers l'Asie qui est quasiment forcé sur la Russie, puisque on se rappelle que le drapeau de la Russie, c'est un aigle à deux têtes qui regarde aussi bien vers l'Orient que vers l'Occident. Donc il y avait vraiment cette volonté de se rapprocher de l'Europe et de l'Occident qui a été déçue, et donc maintenant la Russie, on va dire, est en attaque frontale avec l'Occident, en disant bon, si vous voulez pas de nous, on peut se passer de tout. La Chine, elle, n'est pas du tout dans cette logique, on va dire, confrontationnelle. Elle sait très bien qu'elle est dans le viseur des États-Unis de la même façon que la Russie, que si la Russie tombe, elle est la prochaine sur la liste, mais elle espère quand même pouvoir garder, on va dire, une position neutre, qui est très chère à la diplomatie chinoise, de pouvoir continuer à converser avec l'Occident et à faire du commerce avec l'Occident, sans pour autant trahir cette amitié nouvelle et ce partenariat stratégique avec la Russie. Donc il y a je pense que c'est deux approches diplomatiques différentes. C'est pas du tout un jeu de le bon policier et le mauvais policier. Alors la prochaine sur la liste, dites-vous, la Chine qui pourrait être la prochaine visée par l'Occident après la Russie, c'est ce qu'a dit en substance Sergueï Lavrov d'ailleurs à son homologue chinois hier, en lui disant que la Chine commençait, en disant à la presse que la Chine commençait à être visée par les sanctions occidentales qui évidemment ont touché la Russie depuis au moins 2014. Pékin et Moscou se sont rapprochés, vous le rappelez, depuis 2022, mais Washington s'ingère de plus en plus dans la relation entre Pékin et Moscou sur le fond de ce conflit ukrainien. Le Kremlin a dénoncé le 21 mars les pressions occidentales sur plusieurs banques chinoises qui, donc du fait de sanctions occidentales, craignent d'accepter depuis des semaines des paiements en provenance de Russie, même si ceux-ci sont exécutés en yuan. Clairement, c'est la menace de l'extraterritorialité du droit américain. Selon vous, Laurent Michelon, les États-Unis peuvent-ils scinder la Russie et la Chine comme ils ont réussi à scinder l'Europe et la Russie? Non, je ne pense pas, parce que même si la Chine et la Russie ne sont pas des alliés
en tant que, sur le terme de l'alliance militaire, c'est quelque chose dont les deux pays ne veulent pas. C'est un partenariat qui est, on va dire, de circonstance, puisque c'est deux pays qui se sont fait la guerre qui se sont fait la guerre dans les années 60, il faut bien s'en rappeler. Mais là, il y a un rapprochement de convenance, de circonstance, parce que c'est l'Occident qui, en fait, a l'intention de changer ces deux pays pour les faire rentrer dans, on va dire, le modèle de la démocratie libérale, ce qui tous les deux refusent fortement. Et donc, ils savent très bien que même s'ils ont des dissensions, s'ils ont on va dire des problèmes, ils sont obligés de faire bloc, de la même façon qu'ils sont obligés de faire bloc avec des pays comme l'Iran, de la même façon qu'ils sont obligés de faire bloc avec des pays comme le Kazakhstan, même s'il y a beaucoup de différences, parce que l'Eurasie, en tant que telle, c'est il faut la développer maintenant, sinon la Chine et la Russie vont cesser d'exister dans la façon, de la manière dont elles existent aujourd'hui. Donc, oui, il y a des sanctions sur les banques chinoises. Il faut savoir qu'il y a des sanctions sur les banques chinoises parce que, on va dire, la dédollarisation n'est pas allée assez vite. C'est-à-dire que les banques russes et les banques chinoises ont commencé à travailler ensemble très tard, en fait. En fait, ça a commencé dès le début de l'intervention militaire spéciale, puisque la Chine, il n'y a qu'une seule succursale de banque russe en Chine. Pour faire du commerce entre les deux pays, il y a une seule succursale, c'est la banque VTB, je crois, et il y a une succursale à Shanghai, et c'est la seule point d'entrée pour faire du commerce entre les deux pays. Donc on voit qu'ils ont vraiment pas planifié de se rapprocher si tôt. C'est vraiment l'opération spéciale qui a précipité les choses. Et en fait, jusqu'à présent, même si on dit qu'il y a une dédollarisation du monde et que c'est une espèce de manigance sino-russe pour déstabiliser l'Occident, c'est faux et ça se voit dans les chiffres. Le commerce, les exports russes vers la Chine ne sont payés en yuan qu'à hauteur de 35 ou 38%. Là, c'est des chiffres du mois de mars 2024. Ce qui veut dire que le reste se fait encore en dollars US. Et c'est justement à cause de ça, et parce que le dollar US, ça veut dire l'utilisation de SWIFT, les États-Unis peuvent faire pression sur les banques chinoises en disant si vous continuez à travailler avec la Russie, on vous coupe l'accès au SWIFT, ce qui veut dire qu'il y a 70% de votre business qui va être impacté. Donc les États-Unis conservent des leviers particulièrement puissants face à la Chine. Les États-Unis n'hésitent pas à user de méthodes pour le moins musclées aussi à l'égard des entreprises chinoises. L'exemple de TikTok saute évidemment aux yeux face à l'application donc de cette appli de partage de vidéos qui a conquis 1 milliard d'utilisateurs à travers le monde. Pour que tout soit clair, Laurent Michelon, je vous propose de faire un petit point là-dessus. La proposition de loi a été adoptée la semaine dernière par la Chambre américaine des représentants et doit passer devant le Sénat. Le texte prévoit de contraindre la maison mère de TikTok, la société chinoise ByteDance, à vendre TikTok sous peine d'interdiction aux États-Unis. La Chine a dénoncé le 14 mars des méthodes de voyous. Pékin ne veut pas d'un tel précédent, d'autant que l'algorithme de TikTok, qui a contribué à lui faire gagner 1 milliard d'utilisateurs en 4 ans, suscite l'envie de ses concurrents. Les élus américains s'inquiètent de l'éventuel accès des autorités chinoises aux données des utilisateurs américains de TikTok, ainsi qu'à sa capacité à faire de la propagande sur la plateforme. Des accusations bien sûr rejetées par TikTok. L'administration Trump avait déjà cherché à faire interdire TikTok en 2020 et l'algorithme avait déjà été au cœur de discussions. Mais ce sont visiblement les démocrates qui sont passés aux actes. Des méthodes de voyous donc, selon Pékin. Laurent Michelon, les alliés américains n'ont-ils pas quand même un peu raison de s'inquiéter d'un vol de données potentiel et de menaces de propagande chinoise sur leur territoire ? Bien, je ne pense pas parce que les serveurs de TikTok sont aux États-Unis. Donc, le vol de données, c'est une accusation qui est portée à la Chine, mais là encore une fois, sans aucune preuve. Il faut savoir que TikTok, qui en fait appartient à la société ByteDance, est complètement séparé de son homologue chinois, qui est la société Douyin. C'est une plateforme à peu près identique, mais les deux sont complètement séparés. Et ça, c'est la volonté de la Chine, que les contenus de TikTok qui sont générés dans le reste du monde ne soient pas disponibles pour le public chinois. Donc, au contraire, il y a une division totale entre les deux sociétés, et on accuse la Chine de vouloir aspirer les données ou de faire de l'espionnage par le biais de TikTok. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette accusation-là, elle vient maintenant parce que TikTok ne fait aucune censure sur les contenus, et c'est la question centrale de ce qui se passe en ce moment à Gaza qui dérange les autorités. Il n'y a aucune censure sur TikTok,
Et ce qui veut dire que l'opinion publique américaine ne peut pas être manipulée de la même façon qu'elle est sur Facebook, qu'elle est sur Instagram et sur Snapchat et d'autres plateformes. Et c'est pour ça qu'on voit que maintenant, les États-Unis veulent mettre la main sur TikTok. Ils avaient déjà tenté de le faire sous Donald Trump en 2018, mais ils avaient rapidement lâché l'affaire parce que TikTok s'était bien défendu. Et TikTok s'était défendu comment? En faisant appel au service à une société de gestion de crise, de relations publiques, qui travaille uniquement avec des clients démocrates et qui est très lié à la famille Biden et à la famille Clinton. Donc on se rend compte qu'ils étaient passés à la caisse et du jour au lendemain, l'obligation de vendre à une société américaine avait disparu du jour au lendemain. Là, elle revient aujourd'hui parce qu'il y a un vrai enjeu géopolitique et un vrai enjeu de manipulation de l'opinion publique à quelques mois des élections américaines. Alors Laurent Michelon, vous évoquez Donald Trump, les tentatives anti-chinoises de Donald Trump en 2018. En fait, le virage semble avoir été pris particulièrement cette année-là avec l'administration Trump. Les USA ont imposé notamment 25% de droits de douane sur 800 types de produits chinois, dont les voitures, les semi-conducteurs dont je parlais, les pièces électroniques. La Chine a riposté dans la foulée sur les voitures, les produits de la mer ou le soja. Donc des sanctions ont été imposées à Pékin. L'équipementier chinois ZTE avait vendu des composants à l'Iran sous embargo. C'est ce qui avait mis un peu le feu aux poudres. Les sanctions ont évidemment été levées quelques mois plus tard, mais tout le monde a compris à l'époque que les semi-conducteurs devenaient stratégiques. La Chine a pris conscience de sa dépendance à l'époque, me semble-t-il, et quelques mois plus tard d'ailleurs, l'entreprise Fujian Jinhua, qui fabrique des cartes de mémoire, a aussi été ciblée par le département d'État qui a interdit aux entreprises américaines de lui vendre des composants. L'entreprise avait été accusée par Micron Technology d'espionnage. Alors, la Chine, je le disais, a pris conscience à cette époque de sa dépendance. Laurent Michelon, 5 ans plus tard, a-t-elle rattrapé son retard? C'est quelque chose qui inquiète à travers le monde, en Chine, sur les capacités chinoises réelles. Alors oui, la Chine, comme la Russie, qui a été soumise à des sanctions et qui, dans de nombreux domaines, a rattrapé son retard, la Chine, dans le domaine des semi-conducteurs, a rattrapé une partie de son retard. Alors, on ne peut pas dire qu'elle est arrivée à la même on va dire, capacité de production de microprocesseurs à 2 ou 1,5 nanomètres comme Intel est en train de les développer actuellement, mais la Chine est déjà arrivée à 5 et avec un petit peu de créativité, puisqu'en fait on sait qu'elle n'a pas accès aux équipements de la société, la seule société dans le monde qui fabrique des équipements de lithographie à l'ultraviolet, la société hollandaise, qui a été sommée par les États-Unis de ne plus vendre de machines à la Chine. Donc la Chine a dû on va dire, innover et pour développer des microprocesseurs qui sont aussi rapides en termes de calcul sans avoir la taille aussi petite que les semi-conducteurs de Intel ou d'autres sociétés américaines. Donc là aussi, on voit que les sanctions sont quelque chose qui est complètement contre-productif, puisque la Chine a investi des sommes colossales dans le développement de ces technologies, en faisant quoi? Notamment en invitant des ingénieurs de la société taïwanaise TSMC, qui était le leader dans le monde dans la miniaturisation des microprocesseurs. Et donc, maintenant, on a les mêmes ingénieurs qui travaillent pour la société chinoise SMIC ou d'autres sociétés chinoises. Et donc, on peut imaginer que ça va aller très très vite et que d'ici une dizaine d'années, le retard sera totalement rattrapé. Une dizaine d'années. D'ici là, il semble que certains fabricants chinois sont toujours placés sur des listes noires, annoncent des pertes. Cela va-t-il se faire dans la douleur? 10 années, pour la Chine, c'est semble-t-il assez court. Pour l'Occident, c'est très long. Oui, mais ce qu'on voit, c'est que malgré ces embargos sur des microprocesseurs et sur des semi-conducteurs, on va dire, stratégiques, la société Huawei, par exemple, dont on se rappelle qu'elle aussi avait souffert de sanctions américaines, puisque même sa directrice financière avait été arrêtée aux États-Unis de façon totalement arbitraire et qu'elle a été relâchée pour 3 ans sans aucune accusation portée contre elle. Cette société Huawei vient de sortir un téléphone 5G qui est 100% fait en Chine et qui a été un succès phénoménal en Chine, mais aussi aux États-Unis et dans le reste du monde. On se rappelle que la société Huawei, la Chine, en a fait cadeau à tous les chefs d'État qui se rendaient en Chine en visite officielle. Et c'est un téléphone qui est aussi, on va dire, compétitif que n'importe quelle autre marque occidentale. Et ça, c'est sans un
seul composant électronique occidental. Donc, même si on n'arrive pas à miniaturiser de la même façon que le font les sociétés occidentales ou les sociétés coréennes, la Chine est capable d'innover et d'arriver au même résultat. Alors, quand même, n'y a-t-il pas un avantage à l'Amérique, aux États-Unis? La croissance chinoise est morose, 5,2% en 2023, soit le rythme le plus faible depuis 3 décennies. Le chômage des jeunes, les médias occidentaux l'évoquent beaucoup, il s'élèverait à près de 15% en Chine. N'est-ce pas, Laurent Michelon, le signe qu'au fond l'Amérique reste la première puissance économique mondiale et que Pékin est en difficulté? Alors la Chine est en difficulté, c'est sûr et certain, mais on vient de voir que les banques d'investissement américaines viennent de relever leurs prévisions de croissance pour l'économie chinoise encore en 2024. Donc maintenant on est à 5,3-5,4%. Donc ça continue de monter, on verra ce que ce sera en fin d'année. Après, il faudrait me dire, à part l'Inde, quelle autre grande puissance industrielle dans le monde a une croissance qui est encore de 5, 5,2, 5,3%. On sait que les États-Unis ont une croissance très forte actuellement, mais on sait qu'elle est principalement le fait de la financiarisation des services. C'est pas du tout la capacité industrielle ou quoi que ce soit qui fait marcher. On sait qu'ils vont marcher la planche à billets, donc c'est la bourse qui tire l'économie vers le haut. Mais c'est pas, on va dire, c'est une croissance qui est plus inquiétante qu'une croissance qui est industrielle et sur les services, comme c'est le cas en Chine. Donc oui, il y a des difficultés en Chine. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces difficultés sont générées depuis l'étranger, puisque depuis la sortie du Covid, il y a une volonté annoncée de tous les gouvernements occidentaux, aussi bien américains que l'Union européenne, de découpler, de dérisquer avec la Chine. Ce qui en fait, de découpler, dérisquer, ça veut dire déciniser en fait la relation économique avec la Chine. Donc évidemment, la Chine a énormément de vents contraires qui sont générés artificiellement depuis l'étranger. Évidemment, la reprise est très très difficile. C'est la même chose sur le marché des capitaux. Les sociétés américaines, les banques américaines ont quasiment interdiction d'investir sur des sociétés chinoises. Mais donc, ça veut dire que la Chine doit trouver des compensations sur les marchés, sur le Moyen-Orient, sur l'Amérique du Sud, sur des pays en forte croissance. Et donc, forcément, ça va prendre un certain temps avant de pouvoir compenser la perte des investissements occidentaux. Après, il faudra voir aussi jusqu'à quand l'Occident pourra s'interdire d'investir dans le seul marché de croissance réelle dans le monde, le seul moteur de croissance. On verra. Laurent Michelon, vous avez évoqué avec la Russie la part du dollar dans les échanges entre Moscou et Pékin. L'enjeu des dédollarisations est considérable. Pékin et Moscou sont très critiques sur la domination du dollar dans les échanges. Alors, fin 2022, la monnaie américaine comptait pour 58% des réserves de change contre 71% en 99. Donc, il y a en effet un ressac. Mais de là à voir la Chine et le renminbi s'imposer, la perspective semble encore assez lointaine. Je le rappelle qu'il n'en est qu'à 4,6% des transactions mondiales. Mais voyez-vous, Laurent Michelon, une bascule à moyen ou long terme? Non, ce que je vois, ce que les chiffres nous indiquent, et notamment la société Swift qui a un rapport mensuel sur le poids du yuan par rapport au dollar, c'est comme vous le dites, c'est que le yuan ne représente que 4,6% des échanges dans le monde, mais le dollar est à 47% alors qu'il n'était qu'à 39% il y a 3 ans. Et ça se fait au détriment de l'euro. Donc, quand les médias de masse occidentaux nous disent qu'il y a une espèce de manigance sino-russe pour un effort de dédollarisation et affaiblir l'Occident, ce qu'on voit en fait, c'est que ceux qui sont affaiblis, c'est les États européens, encore une fois. C'est-à-dire qu'en fait, l'Union européenne, c'est la variable d'ajustement de ce que j'appelle les gémons anglo-américains, c'est-à-dire les États-Unis qui, dès qu'ils se rendent compte qu'ils sont en situation de faiblesse, évident tout ce qu'ils peuvent de l'Europe pour se renforcer par rapport à la Chine. Donc il faut bien avoir en tête que le yuan ne représente que 4,6% des échanges mondiaux, c'est rien du tout. Ça vient de dépasser le yen, mais bon, on se demandait ce que faisait encore le yen dans le top 5. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les États-Unis, le dollar US se renforce pendant ce temps-là. Mais effectivement, pour convaincre l'opinion publique du danger et diaboliser la Chine, on nous fait croire qu'il y a un effort de dédollariser. C'est pas du tout le cas. Si effectivement la Chine a vendu énormément de bons du trésor américain, dans les années 2011, elle détenait environ 14% de ce qui était disponible sur le marché. Elle n'en détient plus que 3% aujourd'hui. Il faut bien savoir que quand on nous dit la Chine pourrait tout vendre du jour au lendemain et ça ferait s'écrouler le système, pardon,
c'est absolument faux, parce que 3%, si la Chine vendait tout du jour au lendemain, ça n'aurait qu'un impact minime sur l'économie américaine. Mais par contre, ça serait pour la Chine se tirer une balle dans le pied, parce qu'au fur et à mesure qu'elle vendrait ses produits trésors, leur valeur se déprécierait et elle perdrait des sommes colossales. Parce qu'elle n'a évidemment pas d'intérêt à faire. Et pour revenir à Janet Yellen, ce qu'on nous dit pas, ce qui se passe à chaque fois que les micros sont éteints, c'est que la vraie raison de sa venue, c'est de demander, d'essayer de convaincre la Chine de continuer à acheter des bons du trésor américains. Ce que la Chine fait, de toute façon, sporadiquement, pour pas dire non, pour donner de la face à son interlocuteur. Ce qu'on voit, c'est que la tendance depuis les années 2010, c'est à la baisse, très forte, mais on voit quand même, sur les graphes, il y a quand même des hausses de temps en temps, et ça, c'est à chaque fois qu'il y a une visite de Madame Raimondo, Madame Yellen, qui viennent quémander que la Chine achète des bons du trésor. Donc une interdépendance. Évoquons quand même les points forts, ou en tout cas les atouts de la Chine dans cette confrontation, certes commerciale et interdépendante entre les deux puissances. Évoquons notamment les BRICS. Pékin dit explicitement vouloir l'émergence d'un monde multipolaire. Les BRICS représentent à l'heure actuelle 26% du PIB mondial et veulent bien sûr contrer le G7 ou le G20. La Chine peut-elle user de ce levier? Comment peut-elle user de ce levier selon vous, Laurent Michelon? Les BRICS, je ne pense pas que la Chine puisse user de ce levier parce que les BRICS n'est pas une initiative chinoise. C'est une initiative évidemment dans laquelle la Chine a une part très importante du fait de la taille de son économie, mais d'abord, c'est pas une entité qui a un secrétariat ou quoi que ce soit, donc c'est pas, on peut pas dire non plus que c'est une tentative pour la Chine de réformer l'ordre mondial ou des choses comme ça, ou d'essayer de faire basculer le pouvoir de l'ONU vers d'autres entités. Ça aussi, c'est ce qu'on entend de temps en temps dans les médias de masse, mais c'est faux parce que la Chine n'a pas de poids particulier à part son poids économique. Il faut bien savoir que dans le BRICS, il y a l'Inde, et l'Inde est clairement plus alignée du côté occidental. Il y a on va dire une vraie rivalité entre la Chine et l'Inde. Il y a une animosité parce qu'il y a des disputes territoriales. Donc, l'Inde joue vraiment sur les deux tableaux. Elle a une espèce de positionnement assez flou, tantôt pro-américain, tantôt elle fait sentir aux États-Unis qu'elle n'est pas à 100% de leur côté, mais sans jamais avoir l'air d'être trop amicale avec la Chine. Donc, la Chine ne maîtrise pas le développement des BRICS. Ce qu'elle essaie de faire, c'est de faire venir un maximum de pays en développement, qui ont atteint un certain niveau de développement, pour effectivement développer la multipolarité. C'est ça qu'il faut voir, c'est que la Chine, comme la Russie, je pense, n'ont pas cette ambition hégémonique de remplacer les États-Unis et de devenir la prochaine grande puissance. Enfin, ce qu'elle veut, c'est justement favoriser la multipolarité pour éventuellement, évidemment, diluer la force des États-Unis dans le monde, mais pas pour prendre leur place, pour qu'il y ait plus d'équité dans les relations internationales. Les routes de la soie, c'est le projet pharaonique de Xi Jinping, initié en 2013, donc il y a 10 ans, très critiqué en Occident, qui y voit un outil de colonisation économique chinois, de mise en dépendance de pays plus modestes, comme nous pouvons le voir d'ailleurs sur cette carte réalisée par Choc du Monde. Des experts occidentaux voient ce projet avec donc suspicion, beaucoup de suspicion, accusant la Chine de réorienter le commerce loin de l'Occident et de donner à Pékin un levier géopolitique considérable. Vrai ou faux, selon vous, Laurent Michelon? Faux. Alors en plus, même dans les chiffres, puisque c'est plus 70 pays, mais c'est 146. Maintenant, c'est 146 pays qui rejoignent les nouvelles routes de la soie. Donc, effectivement, ça fait très peur à l'Occident. On voit que tout en critiquant les routes de la soie, en fait, il faut voir que c'est une aversion accusatoire, parce que qu'est-ce que sont les nouvelles routes de la soie, si ce n'est un plan Marshall qui est déroulé sur le reste du monde, mais pas sur un monde qui a été détruit auparavant par deux guerres mondiales, mais là c'est sur des États qui sont en développement et avec la Chine et avec lesquels la Chine veut commercer, développer des infrastructures pour pouvoir commercer encore plus. Donc c'est effectivement une inversion accusatoire des pays occidentaux qui voient une concurrence contre laquelle ils ne peuvent pas faire grand-chose. On voit que tout d'un coup, les États-Unis ont commencé à développer des programmes similaires en Afrique, alors qu'ils n'avaient rien fait depuis 70-80 ans, et tout d'un coup, ils se mettent à construire des routes et des chemins de fer au Nigeria et dans des pays comme ça, parce que en fait, ils veulent rentrer en concurrence. Et c'est pas la même chose avec l'Union européenne, qui est son espèce d'un programme qui s'appelle Global, j'ai oublié le nom, désolé, voilà, mais qui est un programme en fait de nouvelles routes de la soie vers l'Asie centrale pour en fait essayer de tirer la couverture à elle. Donc en fait, on se rend compte que c'est quelque chose
qui est tout à fait bénéfique à tous les pays en développement, que ce soit une initiative américaine, européenne ou chinoise, mais que quand elle est chinoise, on dit que c'est de la prédation, du piège de la dette, ou des choses comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, la Chine elle a décidé de renforcer l'Eurasie, qui est en fait le maillon faible un petit peu de l'économie mondiale, puisque c'est la plus grande masse terrestre, mais avec des infrastructures très pauvres, puisque dès qu'on quitte la Chine côtière, on se retrouvait quasiment au 19e siècle. Donc la Chine et la Russie développent des réseaux ferroviaires, des réseaux routiers, créent des villes qui sortent de terre ou redynamisent des villes qui étaient endormies depuis des centaines d'années. Et ça, c'est pour développer le commerce, renforcer et en fait faire que l'Eurasie soit ce qu'elle aurait dû toujours être, en fait, c'est-à-dire une espèce de centre du monde en termes de capacité industrielle et d'innovation. Il faut savoir que si on regarde l'Eurasie, il y a tout. Il y a les ressources, il y a les cerveaux, il y a l'innovation. Donc si l'Eurasie devenait ce qu'elle devrait être, c'était développé de la façon dont la Chine ou l'Europe sont développées, c'est évidemment effrayant pour les États-Unis comme perspective, parce que ça veut dire que les États-Unis redeviendraient une île très grande, certes, mais ne serait qu'une île dont n'aurait pas vraiment besoin toutes les populations asiatiques. Effrayant pour les États-Unis. Alors, vous avez évoqué le fait que la confrontation entre Pékin et Washington n'était pas seulement économique, qu'elle pouvait être multidimensionnelle, hybride, comme on dit souvent aujourd'hui. Washington peut compter sur des alliés dans la région, éventuellement pour riposter, pour changer en fait de champ de bataille. Washington peut surtout compter en ce moment sur les Philippines. Chaque semaine, les gardes chinois tirent au canon à eau sur des navires philippins dans les eaux revendiquées de la mer de Chine, notamment autour de l'atoll Second Thomas. La Chine accuse les États-Unis d'utiliser les Philippines comme un pion et d'ingérence dans les affaires régionales. Je vais jouer l'avocat du diable encore une fois, Laurent Michelon. Après tout, peut-on vraiment laisser les pays de la région sous une emprise chinoise ? Pour l'instant, ils sont sous emprise américaine. Donc, avant d'accuser la Chine, je pense qu'il faut regarder un petit peu ce qui se passe réellement sur le terrain. Vous avez parlé d'alliés dans la région. Ce qu'il faut voir, c'est que des pays comme le Japon, des pays comme la Corée, quand on a entre 40 000 et 70 000 soldats américains sur son territoire, on n'est pas un allié. On n'est pas un État indépendant, on n'est pas souverain, on est un État vassal. Donc, c'est l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale, très bien. Taïwan, c'est la même chose. Les Philippines, il faut se rappeler qu'en 1898, les États-Unis ont racheté les Philippines, on va dire. Donc, ce sont des États vassaux qui n'ont pas leur mot à dire. Et pour revenir sur la question des Philippines, les Philippines, il faut voir que le président précédent, Duterte, était plutôt, on va dire, anti-américain. Il n'hésitait pas à insulter Obama ou des gens comme ça. Et en fait, son successeur, Marcos Jr., lui aussi, quand il a été élu sur une plateforme en fait de conciliation avec la Chine. Il disait que les différents territoriaux pouvaient être réglés de façon diplomatique et économique, puisqu'il était question de co-développer les zones contestées pour en fait ne pas décider à qui elles appartiennent, mais plutôt de travailler ensemble en bonne intelligence. Et ça, c'était le résultat de sa réunion. La première semaine après qu'il a été élu, il s'est rendu à Pékin, première visite à l'étranger. Et la Chine a évidemment accueilli ces propositions avec beaucoup d'enthousiasme. Et la semaine d'après, le directeur du Pentagone, Lloyd Austin, s'est rendu à Manille, réunion entre quatre yeux. Et à la sortie de cette réunion, la politique étrangère des Philippines vis-à-vis de la Chine a basculé à 180 degrés. Et il est redevenu sinophobe comme était son père et comme étaient tous les autres présidents philippins, à part, comme je le disais, Duterte. Donc, on voit très bien que ce ne sont pas des pays qui ont la latitude de pouvoir décider ce qu'ils vont faire avec la Chine, même c'est évidemment leur intérêt de collaborer avec la Chine, parce que la Chine ne va pas déménager. Quand on est entre voisins comme ça, il est plus intelligent de travailler ensemble sur des différents territoriaux plutôt que de s'affronter. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Et du jour au lendemain, les Philippines ont mis à disposition des États-Unis 9 nouvelles bases militaires qui vont être évidemment utilisées contre la Chine. Sur l'histoire des canons à eau, c'est parce qu'il y a des provocations maintenant qui sont faites
par les Philippines. On sait très bien qui est derrière, c'est pas le gouvernement philippin qui a tout d'un coup envie de faire des provocations, mais le bras est tordu pour faire des provocations. Et l'image qu'on voit souvent dans les médias, c'est ce bateau, ce vieux rafio de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été volontairement échoué sur le banc, donc second Thomas, pour servir d'espèce de base. Et la Chine, qui conteste cela, et il faut voir qu'il y a des experts en droit international qui disent que les revendications philippines sont absolument absurdes dans cette région-là. Les Philippines n'ont jamais eu aucune souveraineté sur ces zones-là. Il faut voir que la Chine a dit très bien pour le ravitaillement de ces bases, d'un point de vue humanitaire, il ne faut pas que les soldats qui sont basés là se meurent de faim ou quoi que ce soit. Par contre, il est interdit de débarquer des matériaux pour renforcer la structure parce que le bateau est en train de partir, enfin l'épave, c'est une épave qui est en train de partir en morceaux dans la mer. Donc la Chine a dit pas de renforcement de la structure. Et donc, il y a des provocations de bateaux philippins qui veulent ravitailler et la Chine tire au canon à eau. Alors, il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est plus... mais effectivement, c'est des images très télégéniques pour les médias de masse où on essaie en fait toujours de peindre la Chine comme étant une puissance expansionniste, une puissance revancharde, alors que si du point de vue du droit international, il faut bien avoir en tête, et bon, c'est documenté, hein, il y a beaucoup d'experts en droit international qui le rappellent, la Chine, sur cette région-là, a toute légitimité, ses revendications sont tout à fait légitimes, ce qui n'est pas le cas des Philippines. Il faut voir là aussi que Taïwan, qui, on sait, a un très grand problème de reconnaissance vis-à-vis des pays étrangers et qui a un vrai contentieux avec la Chine, Taïwan a exactement les mêmes revendications territoriales que la Chine. Donc c'est une question qui, que ce soit les héritiers du Kuomintang ou que ce soit le régime de la République populaire de Chine, ce sont exactement les mêmes revendications qui sont basées sur des revendications historiques. Des revendications historiques, donc, qui peuvent compliquer la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Eh bien, Laurent Michelon, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie encore une fois d'avoir répondu présent à l'appel de l'émission Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL, d'autant plus que nous étions en direct de Pékin. Merci encore à vous, Laurent Michelon. Merci à vous.